Du 6 au 22 février, tous les regards seront rivés sur les exploits de nos plus grands athlètes. Vivez l'expérience complète des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur ICITO.tv. Frisson garanti. Nous sommes le vendredi 16 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi. Bienvenue à la une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être des nôtres ce matin. On va commencer la journée et l'émission en parlant de la Chine. Il y a des nouvelles en provenance de la Chine et de cette visite du premier ministre Mark Carney. Aujourd'hui à Pékin, il rencontrait le président chinois Xi Jinping et on vient d'avoir un communiqué sur le fait qu'effectivement, il y a une entente commerciale entre le Canada et la Chine à l'effet que le Canada va autoriser l'entrée sur son marché de près de 50 000 véhicules électriques fabriqués en Chine. C'est environ, donc, avec un taux de taxation, un droit de douane, si vous voulez, de 6 Actuellement, c'est 100 Donc, vraiment une baisse importante pour 49 000 véhicules précisément. C'est une faible partie, évidemment, de l'ensemble des véhicules neufs vendus au Canada. 3 dit le communiqué, mais quand même, ça vient changer la donne. En échange de quoi, la Chine va réduire les droits de douane sur le canola à un taux d'environ 15 Il est, selon le communiqué du gouvernement, à 85 aujourd'hui, ce taux d'imposition. Donc, une entente entre le Canada et la Chine à cet effet-là. Jean-Philippe Robillard va venir à l'émission nous parler de tout ça. Ça vient de tomber au cours des dernières minutes. Il nous donnera quelques détails, bien sûr, un peu plus tard. Et comme c'est vendredi, Alexandra Chatzka sera avec nous pour sa chronique européenne. Il sera question plus tard à l'émission du Groenland. En studio, avec moi à cette heure-ci, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, Véronique, avec vous, on va revenir sur ce qui nous est tombé dessus hier. On va espérer que l'heure de pointe du matin et même du retour à la maison soit plus facile. Les déplacements étaient compliqués hier. Compliqué, vous dites? Dans plusieurs régions du sud-est du pays, que ce soit Toronto, Ottawa, Montréal, dans l'est également du pays. Bilan d'abord de ce qui nous est tombé dessus. Hey, Toronto, 22 cm de neige du côté de l'aéroport, 21 beaucoup, au centre-ville. Une des plus grosses tempêtes, on peut le dire pour Toronto, là, 22 cm depuis 2022. Donc, quand même, c'est des chutes de neige assez importantes. Il y a eu du 30-40 cm sur le nord de l'Ontario, 18 cm du côté d'Ottawa. On s'en vient tranquillement sur le sud du Québec. En moyenne, une dizaine de centimètres, peut-être plus près de 13, le secteur de Coteau-du-Lac, dans ces coins-là. À voir la circulation sur les routes, vous m'auriez dit 40 cm, je vous aurais cru, parce que c'était tellement pénible. Le refroidissement des températures en pleine heure de pointe, compliqué, les abrasifs peut-être qui est un petit peu moins efficace, étant donné le froid, le vent, la neige soutenue. Bref, mauvaise combinaison, mauvais moment, on dira ça comme ça, mais sinon, je peux vous dire que le système s'essouffle aujourd'hui. Ça va tomber encore dans l'est du Québec. On ira chercher une dizaine de centimètres pour la Gaspésie, 15 à 25 pour la Basse-Côte-Nord. La Côte-Nord, c'est plus du 5 à 10. Le Bas-Saint-Laurent, une dizaine de centimètres supplémentaires aussi. Pour ce qui est des régions sud, centre du Québec, il y a des flocons ce matin, mais ça s'estompe. Dégagement, pas complet, mais un peu de soleil. Un peu de soleil, ça va faire du bien. On n'a pas eu beaucoup ces derniers temps. Température maximale quand même assez froide aujourd'hui. Là, on y va avec un moins 11 à moins 14. Les vents sont vifs ce matin particulièrement. Par la suite, vont diminuer un peu en intensité. À quoi ressemblera la fin de semaine? Assez grise. On aura quelques trouées dans le ciel sur le sud et le centre du Québec dimanche, mais dans l'ensemble, les températures vont remonter un peu. Alors, quand on veut jouer dehors, neige fraîche, combinaison avec des températures de moins 3, moins 6 degrés le jour, c'est quand même agréable. Donc, une fin de semaine d'hiver agréable sur le sud du Québec. L'Abitibi aussi, les températures vont grimper. Moins 14, c'est le maximum aujourd'hui sous le soleil, mais il fera autour de moins 7 demain. Neige, on a dit, ça se poursuit. L'est du Québec, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, surtout la Poudrerie aujourd'hui. Il y aura encore des vents assez vifs. Les températures oscilleront autour de moins 9 à moins 13 degrés. Ça n'a pas fini de descendre du côté de la Gaspésie. On perdra encore des degrés en cours de journée. On verra aussi un peu de soleil dans l'est du Québec au cours du week-end. On a parlé des accumulations importantes en Ontario. Il nous reste un peu de neige à venir aujourd'hui, peut-être 1 centimètre ou 2. Les températures sont autour de 0-2 sur le sud, moins 4 à moins 11 au nord. Secteur d'Ottawa, on voit le soleil aujourd'hui, mais ça serait en nuage dès ce soir avec un 2 à 4 centimètres possible. Et dans l'ouest, c'est la grande douceur qui se poursuit. 10 degrés à Vancouver sous le soleil,
Près de 0, Edmonton, Calgary, mais quand même 3, c'est le maximum anticipé aujourd'hui. Sud de la Saskatchewan, c'est l'hiver. Venteux, poudrerie, averse de neige, -9. Et température à la baisse sur le sud du Manitoba, autour de -18 aussi. Nuages, flocons, mais c'est principalement la poudrerie de ce côté-là qui va poser problème aujourd'hui. Alors, des conditions variées un peu partout, mais on retient que le gros du système est actif dans l'est du Québec aujourd'hui et on aura une fin de semaine quand même agréable dans l'ensemble. Merci Véronique. Bonne journée, bonne fin de semaine. Dano intervient, Slavkovski également, mais finalement, ce sont les Sabres. Et là, ce sera qui d'autre? Thompson, tout du chapeau. Alors, on comprend, Olivier, que le Canadien s'est incliné hier face aux Sabres de Buffalo. Il s'est incliné devant un joueur de 6 pieds 6 pouces nommé Tage Thompson. C'est celui qui a marqué le but sur l'extrait qu'on vient d'entendre. C'était en toute fin de rencontre dans un filet désert, mais c'était surtout son 3e but de la soirée. La soirée s'est terminée par un pointage de 5-3 à l'avantage des Sabres de Buffalo qui étaient à la maison. Et Tage Thompson a terminé, oui, avec 3 buts, mais surtout 5 points. Il a participé à tous les buts de son équipe hier, donc 3 buts, 2 passes pour l'attaquant des Sabres de Buffalo. Et ça a été un match qui a été très serré, mais qui s'est joué sur des petits détails. L'avantage numérique de chaque côté a produit des petits revirements, des poteaux aussi frappés par les joueurs du Canadien qui ont peut-être fait la différence dans le match, mais surtout probablement des couvertures défensives. C'est ce que Martin Saint-Louis disait après le match, des couvertures défensives lorsqu'on voyait Tage Thompson sur la patinoire qui avait probablement un peu trop d'espace dans la zone du Canadien, qui pouvait peut-être trop manœuvrer à sa guise et qui lui permettait non seulement de marquer, mais de trouver ses coéquipiers sur la patinoire. Donc pour les Sabres de Buffalo, ben, ça se poursuit dans cette course aux séries éliminatoires. On les voit tranquillement grimper au classement, mais là, ils commencent à montrer les dents très sérieusement. Ils ont 56 points. C'est 3 points seulement derrière le Canadien de Montréal et le 3e rang de la division Atlantique. C'est vous dire à quel point ils sont en appétit. Donc, ils se rapprochent tranquillement du Canadien. Et dans des matchs comme ceux d'hier où ça s'est joué à peu de choses, mais Philippe Dano en parle justement de cette fin de saison qui sera très serrée, surtout contre des adversaires de division. Voici l'attaquant du Canadien. C'est le jeu qui va se serrer de plus en plus que tu approches les playoffs. La game après Noël, elle se resserre, puis les petits détails comptent vraiment sur toute la ligne. Et effectivement, ce sera très important, surtout que les Sabres de Buffalo, eux, ont 15 victoires à leurs 17 derniers matchs. Eux, ils ont vraiment l'horaire d'aller pour menacer les équipes dans l'Est. Il y en avait des équipes qui étaient en action dans l'Est hier, entre autres les Bruins de Boston qui ont remporté leur match aussi, qui sont de la division du Canadien de Montréal. Les Maple Leafs qui ont perdu, oui, hier contre les Golden Knights, mais en prolongation. Donc ce sont des points qui vont peut-être faire la différence en fin de saison. Donc voilà pour le Canadien de Montréal qui sera toujours sur la route, donc sur une séquence de 3 matchs sur la route, donc demain à Ottawa pour affronter les Sénateurs. Encore une fois, un adversaire de division. Maintenant, un petit mot de tennis. Victoria Mboko n'est plus qu'à une victoire de son premier titre cette saison. Parce qu'elle a atteint la finale du tournoi d'Adélaïde. Elle a battu Kimberly Burrell en demi-finale en 2 manches de 6-2, 6-1. Une belle victoire rapide, moins d'1 h 59 minutes. Vous allez me dire que c'est une petite minute, mais quand même, le cap d'1 heure là, est quand même important pour vous dicter un peu l'allure de la rencontre. Et c'est Victoria Mboko donc, qui sera à la pourchasse de son premier titre de la saison qui est toute jeune, premier tournoi pour elle à Adélaïde. Et la voilà déjà en finale. Elle affrontera la Russe Mira Andreeva. C'est la première fois que les 2 adversaires s'affronteront, de la jeunesse aussi, dans cette grande finale. Et ça permet à Victoria Mboko, qui est la meilleure Canadienne présentement au classement, de pouvoir s'installer dès le début de saison. On s'en parlait hier. Elle l'avait fait la saison dernière avec des titres en circuit ETF avant de gravir les échelons professionnels. Ben là, déjà, première finale en WTA cette année. Donc, ce sera à surveiller contre Mira Andreeva. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. À la une des quotidiens ce matin, je commence par le Journal de Montréal qui titre « Un contrat gênant ». Vous pourrez lire qu'effectivement, il y a un contrat de 2 milliards de dollars qui profite à des proches du régime qatari. C'est Ottawa qui fait entretenir nos chars d'assaut par une entreprise dont des dirigeants et actionnaires ont été mêlés à des transactions controversées d'armement au profit d'un général de l'armée du Qatar. Donc, enquête du Journal de Montréal. Et en fait, l'information vient aussi beaucoup d'un quotidien allemand,
Der Spiegel qui a enquêté là-dessus. Et tout ça, évidemment, c'est au moment où le gouvernement Carney augmente considérablement ses dépenses militaires. Ce contrat de 2 milliards soulève plusieurs questions. Un important administrateur de l'entreprise en question qui s'appelle KNDS Canada, qui est une filiale d'une entreprise qatari, qui entretient d'étroits liens d'affaires, oui, avec l'ancien responsable du régime militaire du Qatar. C'est ce que démontre donc l'enquête de Der Spiegel, de l'hebdomadaire Der Spiegel. Donc, c'est un Canadien d'origine syrienne qui, effectivement, a des entreprises liées avec des compagnies au cœur d'allégations de corruption qui avaient déjà été rapportées par la presse allemande en 2019. Le ministère de la Défense, mis au courant des résultats de cette enquête, dit ne pas être au courant d'allégations de corruption avant, évidemment, que des représentants du journal ne les contactent. À lire en une du Journal de Montréal. Dans le Devoir de ce matin, on revient sur ce qui s'est passé en Iran. Un Canadien tué aux mains des autorités. La répression sanglante aurait fait plusieurs milliers de morts dans la République islamique, en Iran. La ministre canadienne des Affaires étrangères rappelle Le Devoir qui a confirmé hier la mort d'un citoyen canadien décédé en Iran aux mains des autorités. Ce serait probablement la répression la plus sanglante de l'histoire de la République islamique proclamée en 1979. Ça ne fait en tout cas aucun doute aux yeux de l'analyse Patrick Clanson, qui est cité dans Le Devoir, qui est directeur du programme sur l'Iran au Washington Institute. Donc, à lire en une du Devoir de ce matin. Le Globe and Mail nous parle du Groenland et Alexandra Chatzka, je vous le disais au début de l'émission, sera avec nous parce qu'il y a des troupes de plusieurs pays européens qui ont continué d'arriver au Groenland hier, en soutien au Danemark, alors qu'on sait qu'il y a des discussions entre des représentants du Danemark, du Groenland et des États-Unis qui ont mis en évidence un désaccord fondamental sur, évidemment, l'Arctique. Les troupes européennes qui ne dissuadent toutefois pas M. Trump, écrit le Globe and Mail. Vous pourrez lire ça en une de ce quotidien. Je vous parle de la Presse Plus maintenant qui pose la question « À qui la faute? » On parlait avec Véronique à la météo des problèmes de circulation, des conséquences de cette neige hier. À Montréal, ça a vraiment été difficile. Article ce matin qui nous rappelle effectivement que les rues, les trottoirs, il y a bien des endroits qui n'étaient pas déblayés, qu'il est tombé environ de 10 à 15 cm, que les policiers ont dû être appelés à intervenir dans certains secteurs pour contrôler la circulation, qu'on a vu des gens, par exemple, pousser des autobus, témoignages de plusieurs personnes qui ont été pris dans tout ça. Essentiellement, ce que la Ville dit, c'est qu'il y avait les équipements nécessaires sur la route, mais c'est arrivé en même temps que la période de pointe, donc en même temps qu'une circulation dense, plus difficile de déneiger dans ces circonstances-là. Donc, vous pourrez lire ça dans la presse de ce matin. Puis je termine avec le site de Radio-Canada, Véronique Prince, qui revient à la course, dans la course à la succession de François Legault au sein de la coalition Avenir Québec. Il semble que des appuis s'organisent pour Simon Jolin Barrette, que l'on n'a pas entendu jusqu'ici, mais il y a des appels qui se font, entre autres Shirley Dorismont, élue de la CAQ. Elle comprend que Simon Jolin Barrette est proche du premier ministre, ce qui pourrait le faire résister à se prononcer, mais elle l'invite à considérer les appels à se lancer. Il semble qu'il y en ait plusieurs de ces appels pour que Simon Jolin Barrette se lance dans la course à la succession de François Legault. L'article de Véronique Prince en une de notre site Internet ce matin. Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors oui, Jean-Philippe. Non, c'est Jean-Philippe. Oui, ça, on peut changer. Mathieu, c'est moi ça. Oui. OK. C'est vendredi. Mais je peux vous appeler Jean-Philippe et vous Mathieu. On va garder ça. Okay. On va y aller avec le jeu de base. On va garder ça simple. Oui, des nouvelles de la Chine, j'allais dire Jean-Philippe, parce qu'on sait que le premier ministre Mark Carney est en mission en Chine et puis il rencontrait donc le président chinois Xi Jinping. Il y a clairement un signe de réchauffement diplomatique entre les deux pays et là, il y a un accord qui a été conclu. On a eu des nouvelles de ça au cours des dernières minutes. Oui, effectivement, c'est tout récent. J'étais justement en train d'écouter le point de presse du premier ministre Carney. Alors, c'est ce que vient d'annoncer donc le premier ministre Mark Carney. Les deux hommes donc qui ont conclu un accord préliminaire pour éliminer, Mathieu, les obstacles au commerce entre les deux pays, mais également réduire les différents tarifs douaniers que les deux pays se sont mutuellement imposés au cours des dernières années, alors qu'on sait qu'il y avait beaucoup de tensions diplomatiques, de tensions
relations commerciales entre les deux pays au cours des dernières années, alors que le premier ministre était à l'époque Justin Trudeau. Alors donc, avec cette entente qui a été annoncée, ce que ça prévoit notamment, c'est que d'ici le 1er mars, là, la Chine va réduire les tarifs douaniers sur le canola canadien. On sait que c'est une demande des agriculteurs ici au pays. Elle va les faire passer à 15 %. À l'heure actuelle, imaginez, ils sont à 84 %, ce qui pourrait entraîner, selon Ottawa, des commandes d'exportation de plus de 3 milliards de dollars pour les producteurs agricoles canadiens. Pékin va également éliminer la surtaxe qu'on retrouve notamment sur le homard et le crabe. Ça aussi, c'était des demandes du secteur ici au pays. L'entente prévoit également, parce que le Canada aussi met de l'eau dans son vin, puisqu'il y a une entente, ça prévoit également que le Canada va réduire ses tarifs douaniers sur les importations de véhicules électriques. Ils sont actuellement, la surtaxe est actuellement de 100 %. Eh bien, Ottawa va autoriser qu'on importe 49 000 véhicules électriques chinois au Canada avec un tarif de 6,1 %. Alors, je vous invite à écouter Mark Carney à ce sujet-là. With this agreement, it's also anticipated that within 5 years, more than 50% of these vehicles will be affordable EVs with an import price of less than $35,000. Alors, le premier ministre Mark Carney qui s'attend à ce que d'ici 5 ans, avec cet accord qui a été conclu aujourd'hui avec le gouvernement chinois, plus de 50 % de ces véhicules ici au pays seront des véhicules électriques abordables dont le prix d'importation serait inférieur à 35 000 $. Il serait intéressant de voir maintenant la réaction du premier ministre ontarien Doug Ford à ce sujet-là, parce qu'on sait cette semaine qu'il avait émis certaines réticences. Là. Oui, effectivement, et ça risque de venir aujourd'hui, cette réaction. Puis réaction aussi probablement dans l'ouest du pays, entre autres en Saskatchewan, certainement sur cette levée de tarifs sur le canola. Des gens qui vont être satisfaits de ça. Scott Moe fait partie de la délégation il demandait, canadienne, c'est ce qu'il demandait, notamment. Il y a des discussions qui se poursuivent entre Ottawa et Pékin pour créer un nouveau partenariat. Oui, un nouveau partenariat stratégique qui permettrait de tirer profit des forces des deux pays, parce qu'on sait que le gouvernement canadien, le gouvernement de Mark Carney, cherche de nouveaux marchés d'exportation, alors qu'il y a de plus en plus de tensions avec nos voisins du Sud, avec l'administration Trump. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci, au revoir. Journée. Un peu partout dans les médias encore ce matin, les nouvelles en provenance du Groenland, je vous le disais, ça fait la une du Globe and Mail. La volonté, évidemment, de Donald Trump d'acquérir la plus grande île du monde fait... ça, c'est évidemment le Groenland qui fait partie du Danemark. Ça fait beaucoup réagir. Évidemment, c'est un membre de l'OTAN. Dans quelques jours, les Européens sont passés... Depuis quelques jours, les Européens, devrais-je dire, sont passés à l'action. Alexandra Chatzka est avec nous. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Mathieu. Oui, les principaux pays européens ont commencé à envoyer des troupes au Groenland. Des troupes, Mathieu, c'est beaucoup dire. En fait, il s'agit de quelques soldats, littéralement. La France, l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, la Norvège. Mais franchement, il s'agit de 13 chasseurs alpins pour la France, autour de 12 ou 13 soldats allemands, 3 officiers suédois. On appelle cette mission Endurance Arctique ou Endurance Arctic, comme vous voulez. Ça ne fera pas très peur à Donald Trump, on le sait déjà. D'ailleurs, sa porte-parole a déjà dit et ça ne changera rien. Mais pour les Européens, il s'agit plus d'une mission de reconnaissance pour voir les besoins, pour voir le terrain, en attendant d'envoyer des troupes plus substantielles apparemment. Et ce n'est pas une déclaration de guerre à Donald Trump, c'est ce qu'on dit partout dans les capitales européennes. C'est pour lui montrer que l'Europe prend au sérieux la défense de l'île et qu'elle est capable de bien le faire, même si personne ne croit aux menaces de dizaines de navires et sous-marins chinois et russes au large du Groenland, comme Donald Trump l'a dit récemment. Alors, on peut résumer ça en disant Trump fait semblant que Groenland est menacé à court terme et les Européens font semblant de la défendre. Font semblant, mais en même temps, on sent qu'ils prennent quand même plus au sérieux ces menaces ou ces dires, ces propos de Donald Trump. Oui, c'est clair. Ce qui était considéré il y a quelques semaines encore comme une boutade commence vraiment à faire peur.
les autorités du Groenland ont beau répéter qu'ils préfèrent rester avec le Danemark, et d'ailleurs les sondages le prouvent aussi, la population est du même avis, avec le Danemark et l'Europe, et qui n'ont aucune intention de passer sous la coupe américaine. Vous écoutez ici Radio-Canada Première. Aussi disponible en direct sur Radio-Canada Audio. Du cœur aux idées. Bonjour, bon vendredi, ici Élise Jeté. De potentiels candidats à la succession du premier ministre du Québec, François Legault, ont commencé à se prononcer sur leurs intentions à la suite de sa démission plus tôt cette semaine. Les ministres des Finances, Éric Girard, et de l'Économie, Christine Fréchette, affirment être en réflexion. D'autres membres du caucus de la CAQ demeurent prudents. Voici dans l'ordre les députés Yann Lafrenière, Christopher Skeet, Bernard Drainville et Jean-François Simard. Aujourd'hui, là, je n'en suis pas là du tout. Je suis dans le processus de réflexion en me demandant moi-même qu'est-ce qui est le mieux pour l'avenir du parti. Je pense qu'on fait tous cette réflexion-là présentement. J'ai rien exclu pour le moment. Moi, je regarde, j'encaisse encore ce qui est arrivé hier. Je prends un moment pour réfléchir à tout ça. Pour ce qui est de prendre une décision pour la suite des choses, je redis que je ne suis pas là. Présentement, je ne suis pas là. À ce stade-ci, j'ai pas de réponse définitive à vous donner. J'ai beaucoup d'amis, certains m'encouragent et puis il faut penser à ça. La CAQ compte prévoir des frais d'entrée élevés pour la campagne à la direction afin de limiter la course aux candidatures sérieuses. Et c'est déjà l'heure des bilans. Une analyse de l'Institut du Québec constate que la coalition Avenir Québec peine à respecter ses promesses en matière d'éducation. Plus tôt cette semaine, le premier ministre François Legault se disait fier de la croissance des investissements depuis 2018, mais le rapport conclut que des améliorations concrètes tardent à se manifester. Les précisions de Diana Gonzalez. Les dépenses en éducation ont augmenté de 57 % depuis 2018, notamment en raison de l'accroissement du nombre d'élèves, de l'augmentation des salaires et de l'embauche de personnel. Mais ça n'augmente pas la réussite directement. Mélanie Paré, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Ce qui fait réussir les élèves, c'est la qualité de l'enseignement et la qualité du soutien à l'apprentissage. L'analyse de l'Institut du Québec montre que dans le réseau public, le taux de diplomation chez les garçons au secondaire est passé de 56 à 59 %. Chez les filles, il est resté stable à 72 %. Une réflexion s'impose, selon le porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec, Sylvain Martel. On a ici l'illustration que juste mettre plus d'argent dans le système ne donne pas nécessairement les résultats, bien que l'argent était nécessaire. Par ailleurs, l'Institut souligne les bonnes performances du Québec, notamment au programme international pour le suivi des acquis des élèves. De son côté, la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, affirme dans une déclaration écrite qu'il faut mieux cibler les endroits où l'on investit pour maximiser les effets positifs sur la réussite des élèves, ce à quoi elle dit s'affairer. Ici, Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. Bombardier appuie sur l'accélérateur et annonce la construction d'une nouvelle usine à Dorval. Le fabricant aéronautique investit 100 millions de dollars pour accroître sa production d'avions d'affaires. Le reportage de Fanny Sanson. Le nouveau centre de Bombardier doit ouvrir ses portes d'ici la fin de 2027. Avec près de 12 000 pieds carrés, le fleuron québécois veut accélérer sa production d'avions d'affaires puisque son carnet de commandes est déjà bien garni, assure David Murray de Bombardier. Nous nous donnons les moyens de consolider notre position de chef de file. Québec accorde un prêt de 35 millions de dollars entièrement remboursable. Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio.